quelques méthodologies d'analyse sensorielle pour terminer cette journée. Donc, voilà. J'espère que ça va quand même vous intéresser malgré l'heure. Donc, l'analyse sensorielle, on se base, la chose la plus importante chez nous, c'est nos 5 sens. Jusque-là, il n'y a rien de très extraordinaire. Alors, c'est vrai que pour évaluer du vin, l'ouïe, on ne l'utilise pas énormément. Donc, elle est un peu mise de côté. Mais effectivement, le goût, l'odorat, la vue pour la couleur et le toucher qui, comme je l'ai montré là, le toucher est aussi valable en bouche pour toutes les perceptions d'astringence, de température, de piquant, de tout ça. Et donc quand on sent par exemple un produit, les molécules d'arôme en fait viennent se mettre sur le récepteur olfactif et il y a une réponse chimique dans le cerveau. Et en fait, la grande question d'analyse sensorielle, c'est comment on peut interpréter ces sensations individuelles afin d'obtenir une réponse objective et scientifique. Alors pour ça, il y a une science qui a été élaborée à peu près dans les années 50 par le professeur Lemagnon, qui s'appelle donc l'analyse sensorielle, comme vous vous doutez. Et donc la définition, c'est ça, elle représente l'ensemble des méthodes qui permettent d'évaluer les qualités organoleptiques d'un produit. Bien sûr, en utilisant l'être humain comme capteur. Alors tout ça, depuis les années 50, ça s'est vraiment énormément développé dans les années 60-70 avec le développement des industries agroalimentaires, essentiellement. Et en fait, en analyse sensorielle, on cherche à déterminer deux choses. Soit la préférence, soit la différence. La préférence, c'est tout ce qui va être test consommateur. Donc, c'est est-ce que vous aimez ce produit, est-ce que vous ne l'aimez pas, et éventuellement pourquoi vous l'aimez. Les différences, c'est vraiment toutes les épreuves d'analyse sensorielle même qui sont faites par un jury entraîné. Et éventuellement, on peut arriver à relier les deux par ce qu'on appelle les cartographies des préférences. Alors nous, au plateau, on ne fait que la partie différence, on ne fait pas de test consommateur. Donc je vais vous expliquer un peu plus les différences entre les deux types d'épreuves. Alors, il y a vraiment deux grands types d'épreuves, les épreuves descriptives et les épreuves discriminantes. Donc, les descriptives, je vous en ai mis quelques-unes. Soit si on s'occupe de l'intensité, on va parler de différents profils, flash, JAR, QDA. Si on prend en compte le temps, voilà ça. On va par exemple avoir le temps intensité dont je vais vous reparler, ou alors vraiment des analyses descriptives pures, on va dire. En discriminant, il y a un peu moins de tests, mais on a le test triangulaire dont je vais vous parler, qui est quand même celui qui est le plus connu et le plus utilisé. Alors ça, c'est vraiment qu'un tout petit nombre de tests qu'on peut faire en analyse sensorielle. Il y en a beaucoup d'autres. Rassurez-vous, je ne vais pas tous les prendre les uns après les autres. C'était juste voilà, pour vous montrer qu'il y avait une grande variabilité dans les tests qu'on pouvait utiliser. Et pour choisir ça, vous vous doutez que la première chose à faire, c'est de définir très précisément les objectifs de l'étude et savoir ce que l'on veut obtenir comme réponse. Alors, l'analyse la plus utilisée, l'analyse phare en analyse sensorielle, c'est le profil QDA, le profil conventionnel. C'est celui que, quand on parle d'analyse sensorielle, c'est souvent celui-ci dont on parle la plupart du temps. En fait, on demande aux juges de quantifier l'intensité de leur perception sur une échelle, comme ça, de faible à fort, pour un descripteur. Donc, ça peut être l'odeur de fruits rouges, ça peut être l'acidité, ça peut être l'intensité de la couleur, ça peut être beaucoup de choses. Pour ça, il y a un certain nombre d'étapes. Bien sûr, la constitution du panel, c'est plus facile. Il y a toute une étape d'apprentissage qui en fait est valable pour toutes les autres méthodes. Il faut toujours faire un apprentissage. Et là, l'important dans le profil QDA, c'est que les termes sur lesquels ils vont évaluer les vins, c'est eux qui les choisissent. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ils les choisissent, mais c'est vraiment la spécificité du profil QDA et qui est très très importante. Suite à ça, on les entraîne pour pouvoir les mettre d'accord, pour pouvoir les calibrer en fait. Et ils vont noter après, vraiment sur ce type d'échelle qu'on obtient, qu'on voit là, pour obtenir ce qu'on appelle la carte d'identité des produits, le profil sensoriel, qu'on peut représenter très simplement sous forme de graphique comme ça, mais ça c'est vraiment la représentation très simple parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc ça, le profil QDA, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Tous ceux qui viennent au séminaire d'analyse sensorielle, ils en ont entendu parler en long, en large et en travers parce que c'est quand même la méthode qu'on utilise le plus. Donc je vais en rester là pour celle-ci. Une autre méthode, quand on veut prendre en compte le temps de perception, c'est ce qu'on appelle le temps-intensité, d'où T.
c'est vraiment la méthode la plus précise si on veut prendre en compte un temps. Et à ce moment-là, en fait, on va demander aux juges d'évaluer l'intensité de leur perception en fonction du temps. Donc on mesure vraiment deux choses. Et par exemple, là, on l'a utilisé cette année pour le programme sur l'amertume des vins blancs, où on a mesuré donc l'amertume de 9 vins blancs, d'abord en profil QDA classique pour avoir juste l'intensité, et après on les a réévalués en temps-intensité pour voir si on avait des différences. Donc les résultats se présentent un peu sous cette forme-là. Bien sûr, le temps est en fonction de l'intensité. Et en fait, on peut s'apercevoir, par exemple, là, on a un vin qui a une intensité plutôt moyenne, mais où l'amertume ne se sent pas tout de suite. Elle vient un peu au fur et à mesure. Et au contraire, par exemple, un autre vin où l'amertume monte tout de suite et descend un peu plus rapidement, avec une intensité plus forte. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un deuxième élément de comparaison entre nos produits. Puisque l'intensité, sur ce côté-là, on aurait vraiment une différence d'intensité entre ces deux vins, oui, mais là, on voit que dans le temps, la perception n'est pas la même. Alors, le problème du temps-intensité, c'est que l'évaluation se fait pour un seul descripteur. Si on veut faire plusieurs descripteurs, il faut les faire les uns après les autres, ça demande énormément de temps. Donc, il a été mis en place le profil DTS, donc c'est dominance temporelle des sensations, qui là permet de prendre en compte l'intensité, le temps, pour à peu près entre 3 et 7-8 descripteurs. Donc, qui permet de pouvoir faire du TI un peu plus large. Un autre type d'analyse qu'on fait, c'est le kata. Alors, le kata, il vous a été présenté au séminaire l'année dernière. Le principe, là, c'est simplement qu'on demande au juge de cocher dans une liste de termes préétablis les descripteurs qui permettent de décrire le vin qu'ils ont devant eux. Alors du coup, dans ce type d'analyse, il n'y a pas de notion d'intensité. On ne peut pas faire les mêmes stades derrière. Mais par exemple, on l'a utilisé dans le programme MV2, où le principe c'était d'évaluer l'univers sensoriel de vins de Sauvignon. Donc on avait une 50aine de vins. On ne voulait pas avoir précisément l'intensité de chaque vin, mais on voulait faire des familles de vins en fonction des odeurs. Et effectivement, avec le kata, ça nous a permis globalement d'obtenir 5 familles de vins, avec un nombre de vins à chaque fois différent dedans, avec des vins plutôt qui étaient fruités, mais on va dire pas trop définis, des vins pâtisserie, donc c'était tout ce qui était lacté, vanille, caramel, miel, des choses comme ça, des vins plutôt fruits exotiques, des vins qui étaient caractérisés par des odeurs empyromatiques, donc c'est tout ce qui est brûlé, grillé, fumé, enfin voilà. Et une famille qui était plutôt avec des odeurs florales et amyliques. Donc amylique, c'est la banane haribo, en grand standard. Voilà. Donc ça nous a permis, justement, sur un très grand nombre de vins, de pouvoir obtenir nos familles de vins. Un troisième, alors troisième et quatrième que je vous présente en même temps, ce sont les tests triangulaires et en fait l'analyse de seuil qui se fait par test triangulaire. Donc un test triangulaire, c'est très simple. Il y en a pas mal qui l'ont vu parce qu'ils sont venus nous aider pour ce que je vais vous présenter là justement. C'est qu'on sert 3 verres aux personnes. Dans ces 3 verres, on va servir 2 vins. Donc il y a un vin qu'on double et un vin forcément qui n'est qu'une seule fois. Et on leur demande juste de déterminer le verre dans lequel le vin est différent. Et donc ça, on l'a utilisé, donc ça s'appelle le programme MOVE2, c'est un programme avec flèche rouge, où on voulait déterminer le seuil de perception du CO2 dans une matrice de vin blanc. Donc c'est tout ce qu'on a fait au mois de mars, donc j'en profite pour remercier tous ceux qui sont venus nous aider pour ce programme-là, parce que heureusement vous avez été là. Et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé, en test triangulaire, 7 concentrations entre 450 et 1050 mg par litre, et chaque concentration a été triplée. Sachant que pour un calcul de seuil, on dit qu'il faut répéter entre 3 et 10 fois, suivant la robustesse qu'on veut, chaque concentration. Et en fait, après, ça nous permet de représenter, alors là, la valeur physique, c'est la concentration, donc de représenter la concentration en fonction du pourcentage de bonnes réponses. Et en fait, la définition du seuil de perception, c'est quand on a 50% de bonnes réponses, dans ces cas-là, on obtient une concentration. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la définition du seuil, et pour ça, on utilise essentiellement les tests triangulaires. On peut le faire d'autres manières, mais c'est quand même celui qui est le plus utilisé.
Donc en conclusion, vous voyez que la veille sensorielle peut répondre à beaucoup de problématiques et beaucoup d'objectifs différents, que pour ça on a à notre disposition plein de méthodologies, qu'en plus les méthodologies on peut les adapter suivant vraiment l'objectif qu'on a. Donc si vous voulez avoir des résultats à la hauteur de vos attentes, la première chose à faire c'est bien définir l'objectif de votre étude. La deuxième, c'est de venir nous voir, qu'on en discute, qu'on puisse vous apporter notre expertise, vous adapter la méthodologie et que ce soit prévu dans les financements dès le départ. Merci.